De la taille d'une pièce entière à la paume de notre main, l'évolution de l'ordinateur a été absolument fulgurante. Mais cette histoire, elle ne commence pas avec des puces en silicium, loin de là. Elle commence bien avant, avec des êtres humains. Alors, comment en est-on arrivé là? Pour le savoir, il faut remonter très très loin en arrière. Pour commencer, une question qui a l'air toute simple. Quel a été le tout premier ordinateur? Oubliez tout de suite l'image de la grosse machine avec des lumières qui clignotent. La réponse risque de pas mal surprendre. Eh bien la voilà, la réponse. Le premier ordinateur, ce n'était pas un quoi, mais un qui. Avant d'être une machine, le mot ordinateur désignait en fait un métier, une profession souvent occupée par des femmes, dont le travail était de faire des calculs hyper complexes à la main toute la journée. C'est un peu fou à l'imaginer, mais oui, le mot ordinateur est apparu pour la toute première fois en 1613 pour décrire ces calculateurs humains. C'était un vrai métier, essentiel, qui a existé pendant plus de 300 ans, bien avant l'arrivée de la moindre machine électronique. Ce besoin de calculer, en fait, il est aussi vieux que la civilisation. Bien avant de rêver à des machines, l'humanité a dû inventer des outils pour compter, pour enregistrer, pour mémoriser. Tout a commencé avec des choses très simples, comme des bâtons de comptage, qui servaient juste d'aide-mémoire. Et puis, il y a eu un bond de géant vers 2400 avant notre ère, avec l'invention de l'abaque à Babylone. Là, ce n'était plus seulement pour se souvenir, mais bien pour calculer activement. On fait un grand saut dans le temps, direction 1642. Blaise Pascal, pour aider son père qui était percepteur d'impôts, invente la pascaline. Ce qui est génial avec cet objet, c'est que c'est la première vraie calculatrice mécanique. Bon, elle ne faisait que les additions et les soustractions, mais le principe était là, des engrenages qui font des opérations. D'accord, on a des machines qui calculent, c'est déjà énorme. Mais comment on passe à l'étape d'après? Comment on arrive à une machine qui peut suivre des instructions qu'on peut programmer? C'est ce saut conceptuel qui va absolument tout changer. Et c'est là qu'entre en scène Charles Babbage, qu'on surnomme souvent le père de l'ordinateur. Au début des années 1800, il a imaginé sur le papier sa machine analytique. C'était un projet complètement révolutionnaire, une machine à vapeur capable non seulement de calculer, mais aussi d'être programmée pour faire plein de tâches différentes. Mais d'où lui vient cette idée de programmation? L'inspiration, elle vient d'un endroit assez inattendu, l'industrie du textile. Le métier à tisser jacquard, dès le début du 19e siècle, utilisait déjà des cartes perforées pour dire à la machine quel motif tisser. Babbage a eu le génie de se dire « Tiens, je pourrais utiliser le même principe pour donner des ordres à ma machine à calculer ». Et c'est ici qu'intervient une figure clé absolument essentielle, Ada Lovelace. C'était une mathématicienne de génie. Elle a travaillé avec Babbage et elle a été la toute première à voir le potentiel immense de son invention. Elle a compris que la machine pourrait manipuler pas seulement des chiffres, mais aussi des symboles, de la musique, des lettres. C'est l'idée à la base de tout ce qu'on fait aujourd'hui. On la considère comme la toute première programmeuse de l'histoire. Et sa contribution la plus visionnaire, c'est peut-être celle-ci. C'est elle qui a suggéré que la machine serait bien plus efficace si elle utilisait un système avec seulement 2 chiffres au lieu de notre système décimal. Elle a planté la graine du langage que tous les ordinateurs utilisent aujourd'hui. Ce fameux langage, c'est le système binaire. Pour comprendre comment une machine pense, il faut d'abord comprendre comment elle parle. Et son alphabet, vous allez voir, est très très simple. Voilà le truc. Nous, les humains, on utilise un système en base 10, avec 10 chiffres de 0 à 9. Sûrement parce qu'on a 10 doigts, c'est assez logique. Mais pour les ordinateurs, c'est beaucoup plus simple d'utiliser un système en base 2, avec juste 0 et 1. Pourquoi? Parce que ça correspond à un état physique simple. Le courant passe ou il ne passe pas. On ou off, 1 ou 0. Notre système, on le connaît bien. On a les unités, les dizaines, les centaines. Chaque position est une puissance de 10. Eh bien, le binaire, c'est exactement la même idée, mais avec des puissances de 2. Chaque position, c'est comme un interrupteur. Soit il est éteint, 0, soit il est allumé, 1. Et il vaut 1, 2, 4, 8, et ainsi de suite. En combinant ces interrupteurs, une machine peut représenter n'importe quel nombre, n'importe quelle lettre, n'importe quelle instruction. C'est la base de tout. Allez, on retourne à notre histoire. On a l'idée d'un ordinateur programmable, on a son langage. Mais les machines de Babbage, elles étaient mécaniques, c'était des engrenages. Le prochain grand bond en avant, ça va être l'arrivée de l'électricité. Cette chronologie, elle montre bien l'accélération incroyable du XXe siècle. On passe de la conception mécanique de Babbage au Harvard Mark I en 1943, qui a un mélange de mécanique et d'électrique, et à peine 3 ans plus tard, on a le premier ordinateur entièrement électronique. Et le voilà, l'ENIAC. Terminé en 1946. C'était un monstre de technologie. Il pesait 30 tonnes et occupait plus de 160 mètres carrés.
Ces milliers de tubes à vide remplaçaient les engrenages, ce qui permettait des calculs des milliers de fois plus rapides que tout ce qui existait avant. L'ère de l'informatique électronique était officiellement lancée. Ce qui est vraiment dingue, à partir de là, c'est la vitesse de la miniaturisation. On est passé des tubes à vide, qui étaient énormes, fragiles et qui consommaient beaucoup d'énergie, aux transistors, puis aux circuits intégrés, et enfin aux microprocesseurs, qui concentrent des milliards de transistors sur une seule petite puce. Et c'est grâce à cette miniaturisation que l'ordinateur, qui était autrefois réservé au gouvernement et aux très grandes universités, a enfin pu entrer dans nos maisons. Et ça a changé le monde pour toujours. Cette révolution, elle a été portée par des visionnaires. D'un côté, Bill Gates, qui a compris que la machine n'était rien sans le logiciel, le langage qui permet de communiquer avec elle. Et de l'autre, Steve Jobs, qui s'est concentré sur l'expérience humaine pour rendre l'ordinateur accessible à tous grâce à l'interface graphique et la souris. Au cœur de cette révolution, il y a le résultat final de décennies de miniaturisation, le CPU, ou unité centrale de traitement. C'est littéralement le cerveau de la machine. C'est l'héritier direct de la machine analytique de Babbage, mais qui tient sur le bout d'un doigt. C'est lui qui exécute toutes les instructions. Et ce cerveau, aujourd'hui, il est absolument partout. Toute cette histoire, depuis les calculateurs humains jusqu'au tube à vide, a abouti à la technologie qui fait tourner non seulement nos ordinateurs, mais aussi nos téléphones, nos télés, nos montres, bref, presque tous les aspects de notre vie moderne. Aujourd'hui, on parle de la 5e génération d'ordinateurs, celle de l'intelligence artificielle. La machine n'exécute plus seulement des instructions, elle apprend. Ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Après les engrenages, l'électricité et l'IA, quelle sera la prochaine étape? Quelle sera la 6e génération? L'avenir reste à écrire.